Alors bonjour à tous. Pour débuter cette table ronde sur la transformation numérique du secteur du luxe et de la mode, on va d'abord accueillir Nathalie Rémy, qui co-dirige en Europe le pôle d'activité mode et luxe de McKinsey. Et elle va nous définir les grandes problématiques du secteur, nous donner un état des lieux des initiatives et des avancées dans le domaine. Merci Aude. Quel accueil! Surtout que j'ai cru comprendre qu'on avait une plénière à côté, donc merci à tous ceux qui sont venus nous écouter. Vous pouvez lancer les slides? Ouais. Merci. Bon, laissez-moi commencer par partager quelques chiffres, avant de parler des grandes implications, pour illustrer d'abord ce que j'appelle le paradoxe du digital dans l'industrie du luxe. Les acheteurs de produits et services de luxe sont très digitaux. Ça, on le sait tous. Ils sont surtout très mobiles digitaux. Savez-vous qu'en fait 75% des acheteurs de produits et services de luxe possèdent non pas un smartphone, mais plusieurs terminaux mobiles. De manière encore plus surprenante, 80% d'entre eux sont en fait connectés au moins une fois par mois sur les médias sociaux. Et ce n'est pas qu'une question de nouvelle génération, ou ce n'est pas seulement une question de consommateurs chinois extrêmement sociaux. Tout le monde, dans tous les pays et dans toutes les générations, est en fait connecté. Et de manière encore plus importante pour les marques du secteur, ils sont non seulement connectés, ils sont très actifs, puisqu'en fait, 2 acheteurs sur 3 contribuent activement en postant des messages ou des photos sur les médias sociaux au moins une fois par mois. En conséquence, ces consommateurs prennent le pouvoir. Une petite statistique qui n'est pas sur cette planche, c'est que pour un morceau de contenu qui est posté par une marque, en moyenne sur Instagram, il y aura 10 000 messages postés par des consommateurs. Donc le rapport de force s'est complètement inversé par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Et c'est là qu'intervient notre paradoxe. Pourquoi un paradoxe? Parce que ces consommateurs plutôt aisés qui achètent des produits et services de luxe sont les plus digitaux, les plus mobiles et les plus sociaux. Ce sont aussi les consommateurs les plus exigeants qui ont été habitués depuis très longtemps à des niveaux de service et à une qualité incroyable. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté de l'équation, il y a les marques de luxe. Et force est de constater qu'aujourd'hui, peu d'entre elles sont capables d'entièrement satisfaire les attentes de ces consommateurs. En effet, près d'un tiers de marques de luxe aujourd'hui n'ont toujours pas de site marchand. Ce chiffre monte à 80% quand on est dans la joaillerie ou la haute horlogerie. Et bien que depuis des décennies, les marques de luxe aient été la référence pour presque tous les secteurs d'activité en termes d'expérience client, aujourd'hui, quand vous regardez la dernière étude Forrester, c'est Amazon qui ressort comme premier du classement en termes d'expérience client. Donc le challenge pour l'industrie du luxe, et c'est un challenge important parce qu'on a de nombreuses marques qui sont en France, 25% des ventes dans le monde du luxe sont réalisées par des marques françaises, c'est un challenge qui est important de relever. Bon, quand on parle de digital, le réflexe c'est de penser e-commerce, c'est normal. 6%, c'est notre estimation à date, en 2014, de la part des ventes en ligne dans le monde du luxe. Quand on dit vente, on veut dire transaction en ligne, paiement en ligne. Ce chiffre était de 2% seulement en 2009. Et en fait, le marché du e-commerce croît 4 fois plus vite que le marché des ventes normales, traditionnelles. Et de ce fait-là, si on projette ce que ça va donner à l'horizon 2025, on estime qu'en fait, la part du e-commerce dans le luxe va monter jusqu'à 18%. Alors évidemment, ça c'est une moyenne. Aujourd'hui, quand on parle de 6%, on parle de 4% dans la montre, on parle de presque 8% dans la beauté. Ça dépend également des niveaux de prix des acteurs. Donc ça, c'est une opportunité, indéniable. Mais c'est encore que la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'en fait, derrière ces 6%, il y a toutes les ventes qui ont lieu en boutique, mais qui en fait sont influencées d'une manière ou d'une autre par la présence digitale des marques. On estime aujourd'hui, c'est une étude qu'on va publier début juillet, que McKinsey fait depuis 5 ans, qui s'appelle l'Observatoire digital du luxe, en partenariat avec la fondation Altagamma en Italie. On va publier les résultats d'une étude dans 8 pays du monde qui montre que 75% du chiffre d'affaires du secteur est influencé d'une manière ou d'une autre par un point de contact digital. Donc là, l'opportunité, elle est monstrueuse parce que c'est 75% aujourd'hui, ce sera proche de 100% d'ici une décennie. Le parcours client.
je ne sais pas combien d'entre vous sont familiers avec ce qu'on appelle, nous, le Consumer Decision Journey. C'est en fait une manière assez simple de représenter schématiquement le parcours d'achat des consommateurs. Les consommateurs commencent par considérer un certain nombre de marques lorsqu'ils sont au début de leur parcours d'achat. En moyenne, dans le luxe, les gens vont avoir 3 marques en tête quand ils pensent à acheter un produit. Ensuite, ils passent dans une phase qu'on appelle d'évaluation active, qui peut durer assez longtemps, puisqu'en fait, dans le luxe, on a des parcours d'achat qui sont plutôt complexes et longs, avec de nombreux points de contact, parce que ce sont des achats impliquants. Et pendant cette phase, en moyenne, ils vont rajouter 2 marques dans leur panier, leur échantillon. Et ils vont sélectionner celles qu'à la fin, ils vont choisir, ce qu'on appelle l'achat, à droite sur ce graphique. L'achat, c'est qu'un début, en fait, parce que c'est un élément important qui entraîne derrière l'expérience du produit ou du service, qui est en fait une source critique pour créer de la loyauté à long terme et arriver à court-circuiter cette phase d'évaluation pour refaire du réachat fidèle. Ce que vous voyez autour sur ce graphique, c'est en fait la multiplicité des points de contact. Et un des impacts du digital aujourd'hui, du numérique, c'est d'avoir fragmenté entièrement le panorama de ces points de contact. Et là, vous avez les 21 points qu'on a étudiés dans notre étude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les entreprises du secteur ? Je vais utiliser une structure assez simple en 5 points pour vous donner des illustrations et pour lancer un petit peu le débat qui va suivre, des implications de l'accélération du développement du numérique. Le premier, c'est que ça change en fait l'environnement concurrentiel dans lequel opèrent les marques et les distributeurs. Ça change l'expérience client et ça donne des opportunités de l'enrichir et de se différencier à l'avenir. Ça permet également de vendre de nouveaux produits. Alors, j'ai déjà vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient une Apple Watch dans la salle, mais il n'y a pas que les Apple Watch en termes de nouveaux produits de luxe numérique. L'accès aux données, la richesse des données sur les consommateurs permet aux entreprises de prendre de meilleures décisions. Et enfin, ça transforme quand même de bout en bout l'ensemble des processus et de la chaîne de valeur. Le premier point. Le digital change la donne. Il change la donne à plein de niveaux différents. D'abord, il change la donne parce qu'il a complètement détruit toutes les barrières. Une marque aujourd'hui est par définition une marque internationale, puisqu'avec un petit outil comme ça, vous pouvez avoir accès à toutes les marques, même si elles ne sont pas physiquement distribuées dans le pays où vous habitez. Donc toutes les marques sont internationales. La deuxième chose que ça change, c'est que ça crée des opportunités de changer la structure de la distribution. Il y a de nouveaux modèles d'agrégateurs, ce que moi j'appelle les grands magasins modernes. Ils n'ont pas de beaux flagships, mais en revanche, ils ont des sites internet plutôt curateurs de produits qui proposent à une audience bien ciblée des produits très spécifiques. Par exemple, à gauche ici, vous avez Vestiaire Collective et il y a aujourd'hui pléthore d'exemples sur le net d'offres comparables. C'est aussi une opportunité de développer des offres pour aller capter des nouveaux besoins consommateurs. On a vu une forte augmentation, par exemple, des offres de box, les boîtes qui permettent de tester des produits. Alors là, il y a l'exemple de Birchbox, qui est extrêmement connu, mais il y a des box dans l'œnologie, dans la gastronomie et dans plein d'autres secteurs d'activité différents. Donc, un environnement concurrentiel compliqué, plus compliqué. Compliqué au niveau de la distribution, compliqué au niveau des marques, puisque plus de marques, même de nouvelles marques aujourd'hui qui se créent. Dans le domaine de la cosmétique, par exemple, une marque comme Etapure va bientôt faire un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros avec un seul point de vente physique. Une marque qui s'est créée entièrement en ligne. Au niveau de l'expérience client, le client, il suit un parcours. Donc là, vous voyez les pas de cette jeune femme qui sont représentés schématiquement entre le jour où elle identifie un produit dans la rue porté par quelqu'un, le sac qui lui plaît vraiment, jusqu'à la fin où elle est invitée exclusivement à un défilé organisé par cette marque de couture. Bon, entre tout ça, elle va passer par en moyenne 9 points de contact avec la marque. Sur ces 9 points, en moyenne, il y aura 4 points de contact digitaux et 5 points de contact physiques. D'accord ? Et le numérique permet à plusieurs moments d'enrichir l'expérience. Le premier, c'est dans la rue. Vous voyez un produit qui vous plaît, mais vous ne reconnaissez pas la marque. Alors, sur la photo, c'est facile parce que le logo est inscrit dessus, mais parfois, on a bien du mal à imaginer qui a bien pu créer cette tenue. Eh bien, aujourd'hui, il y a des applications comme Sélectionniste, qui est un peu une bibliothèque de reconnaissance
visuelle des produits et qui vous donne la marque et la saison de la robe que vous observez dans la rue. Voilà, genre d'expérience enrichie. Vous allez ensuite sur Internet et vous regardez où est-ce que je peux bien trouver cette robe, est-ce qu'elle est vendue dans mon pays. Vous regardez les prix, vous comparez, elle vaut combien au printemps, elle vaut combien à la boutique, elle vaut combien dans différents circuits, est-ce que je peux la trouver démarquée quelque part, est-ce qu'avec le taux de change du dollar, si je vais à New York la prochaine fois, je l'aurai moins cher. Enfin, tout ce genre de comparaison, vous pouvez les faire sur votre iPad. Ensuite, vous décidez d'aller l'acheter et vous cherchez le magasin le plus proche. Éventuellement, vous prenez rendez-vous en utilisant votre iPhone. Vous allez acheter le produit et là, vous devenez acteur. C'est-à-dire qu'après, vous allez poster une photo de vous avec ce nouveau sac. Vous allez écrire à quel point l'expérience d'achat en boutique était agréable ou, malheureusement pour les marques, de temps en temps, vous allez aussi écrire à quel point c'était décevant. En termes d'accueil, par exemple, et on voit aujourd'hui que le buzz négatif peut créer beaucoup de destruction de valeur pour les marques. Donc le parcours client, avec le digital, sans perdre le point de contact physique avec les marques, peut être extrêmement enrichi. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est que les marques peuvent également utiliser le numérique pour arriver à créer de nouvelles offres pour leurs consommateurs. Alors, le plus évident, c'est les offres de produits avec un contenu technologique. On parle beaucoup des wearables aujourd'hui. Je vous parlais de l'Apple Watch. Le président du groupe Richemont s'est exprimé lundi à Monaco sur le sujet en expliquant que ce n'était aucunement un objet de luxe, puisqu'un objet de luxe qui a une durée de vie de 2 ans ne peut pas être appelé un objet de luxe. N'empêche que IWC aujourd'hui, qui fait partie du même groupe, est en train de développer des bracelets connectés qui permettent à tout à chacun de mesurer sa santé et sa forme physique. Donc tout le monde s'y met, on va dire, de ce côté-là, en passant jusqu'à la mode avec des tenues. Maintenant, ils font des textiles qui peuvent changer de couleur en fonction de l'ensoleillement. Voilà, on peut imaginer beaucoup de choses. Il y a aussi des offres sur les produits personnalisés. Avec le digital, les attentes des consommateurs en termes de personnalisation sont plus grandes. Là, je prends l'exemple de Louis Vuitton, où sur son site internet, vous pouvez, avec mon monogramme, rajouter des bandes de couleurs, vos initiales, et décorer de manière à avoir un objet unique qui ne soit qu'à vous. On peut également, au-delà des produits, offrir du service. Alors, le service, ça peut être avant l'achat, comme par exemple Cartier, qui vient de lancer sa nouvelle version de site internet, sur laquelle vous pouvez prendre rendez-vous avec un vendeur dans la boutique la plus proche de chez vous. Et vous pouvez même lui laisser un petit message en ligne pour lui expliquer la raison de votre achat, de manière à ce qu'il puisse préparer. Bon, ça marche à moitié, on l'a testé, mais en tout cas, l'intention est là. Pendant l'achat, au point de vente aussi, le digital et le numérique peuvent aider. Là, vous avez un exemple américain qui est les grands magasins Neiman Marcus, qui sont en train de piloter un nouveau miroir intelligent. Alors, je vais vous raconter parce que ça m'a emporté, en fait, cette histoire, puisque c'est un miroir qui garde en mémoire votre petit défilé d'essayage. Donc, vous mettez une seule fois chaque tenue, il ne faut pas repasser de l'un à l'autre. Vous pouvez, d'un seul clic sur votre iPhone, l'envoyer à vos amis pour leur demander un avis. Et ce n'est pas la photo selfie dans la cabine qui ressemble à rien. Ensuite, vous décidez d'acheter une tenue, mais pas les 3. Vous rentrez chez vous, ça reste en mémoire. Et vous pouvez le commander en un seul clic à n'importe quel moment, jusqu'à la fin de la saison. Ça reste en mémoire. Et comme ça, ils ont en fait aujourd'hui une augmentation du chiffre d'affaires grâce à ce pilote qui est assez incroyable. Le big data, les données. Les données, on est aujourd'hui dans un monde où la quantité d'informations qu'on génère à chaque instant, en plus avec tous ces objets connectés, dépasse un petit peu les frontières de ce qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qu'on peut en faire quand on est une marque ou un distributeur de luxe? Essentiellement 2 choses. La première, c'est qu'on peut l'utiliser pour mieux interagir avec nos clients ou non-clients. C'est ce qu'on appelle le ciblage, la personnalisation de la communication. Ça revient à identifier à qui vous vous adressez, mais aussi à personnaliser le message et, par ce biais-là aussi, à optimiser de manière très significative les dépenses marketing des maisons. Donc ça, c'est un levier. Un autre levier, c'est ce qu'on appelle l'analyse prédictive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus d'utiliser les données, vous pouvez faire des modèles d'analyse statistique qui vous permettent de prédire ce qui va se passer à l'avenir. Et là, il y a un exemple de First Insight, qui est une start-up américaine, qui a développé en fait un logiciel un algorithme de crowd testing de produits. Donc ça vous permet, quand vous développez une collection, de tester avant de passer vos commandes auprès des fabricants, quel sera le succès de ce produit et de définir le prix que vous allez demander pour ce produit, avec bien souvent un impact très positif aussi sur la création de valeur. Et enfin, la transformation numérique des processus.
Alors, les processus, ils sont transformés de bout en bout. Depuis l'amont, c'est-à-dire le moment où on est sur la planche à dessin au niveau de la création, jusqu'à l'aval dans le point de vente. Sur l'amont, il y a des suites de logiciels aujourd'hui qui permettent de faire du développement produit sur ordinateur, de gérer les interactions sur toute la mise au point produit avec les fournisseurs qui soient juste à côté ou à des milliers de kilomètres, qui permettent même de tester et de développer des nouveaux concepts de points de vente de manière entièrement numérique. J'ai testé chez Dassault Systèmes avec un système de lunettes. En tant que consommateur, vous avez l'impression d'être vraiment dans un nouveau point de vente et ça permet de tester justement les parcours, etc., sans le délai et les coûts qui sont associés à un pilote, à un vrai pilote physique. Donc ça, c'est sur l'amont. Et puis sur l'aval aussi, en magasin, ça change beaucoup de choses. Quand vous avez des puces RFID dans les vêtements, il n'y a plus besoin de faire des inventaires tournants. À chaque instant, vous connaissez exactement le niveau de stock que vous avez dans le point de vente. Quand vous avez des iPads au point de vente, vous pouvez changer la cérémonie de vente et la manière dont on interagit avec les vendeurs. Vous pouvez même utiliser de la réalité augmentée. Il y a une marque de bijoux, Georg Jensen, qui teste aujourd'hui sur sa ligne Fusion de la réalité augmentée pour arriver à créer sa bague et créer son bijou en magasin. Donc il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui à ce niveau-là. Donc en résumé, time is almost up, is up. Sur ces 5 points, donc beaucoup de changements sur l'univers et donc les acteurs contre qui les marques et les distributeurs de luxe se battent. Sur l'expérience client, avec en fait beaucoup d'opportunités de faire preuve de créativité pour essayer de se différencier à nouveau de ses concurrents. Sur les offres, où à la fois dans les produits et dans les services, on a une nouvelle latitude pour innover. Sur la prise de décision, où il faut, alors ce sont de nouvelles compétences évidemment, il y a des challenges derrière la mise en œuvre de tout ça, mais sur la prise de décision, beaucoup de création de valeur possible et la simplification et l'efficacité dans les processus de bout en bout. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Nathalie. Juste avant de rebondir sur la présentation avec nos intervenants, comme on a beaucoup parlé de relations clients et qu'on va encore évoquer le sujet, je me permets de mentionner que le MEDEF va sortir un guide sur l'utilisation du numérique dans les relations clients. Donc il présente les bonnes pratiques à partir de témoignages d'une quinzaine d'entreprises et il met en contrepoint de l'analyse de plusieurs enseignants-chercheurs. Alors, pour commencer à débattre de toutes ces problématiques, je vais d'abord accueillir autour de moi Xavier Marvaldi, le Digital Chief Officer de L'Oréal, Christine Perromanien, Customer Profiling Manager de l'échangeur by Laser, Maxime Maton, directeur commercial France d'Adways, et Thierry Petit, fondateur SEO de Showroom Privé. Alors pendant qu'il s'installe, on va visionner une petite vidéo sur une start-up qui révolutionne elle aussi l'expérience client dans le segment du prêt-à-porter pour les hommes, Chic Type. Quand on interroge les hommes, le magasin physique, c'est pas une bonne expérience. La cabine d'essayage, c'est une expérience traumatique pour les hommes. Il fait chaud, il y a du monde, il y a la queue. Donc on considère que l'expérience d'essayer tranquillement chez soi, quand on a le temps, il n'y a rien de mieux, tout simplement. Ça va se passer en 3 étapes. La première, c'est que vous allez vous inscrire sur le site, créer un rapide profil. La deuxième étape, c'est que vous allez être ensuite pris en main par une personne qui est très importante chez nous, qui est une styliste, qui va s'entretenir au téléphone avec vous pendant 15 minutes et qui va vous poser plein de questions sur essentiellement votre style vestimentaire une nouvelle fois et vos besoins du moment. Et suite à cette discussion, c'est la 3e étape, vous allez recevoir chez vous une sélection de vêtements assemblés sous forme de look parce que c'est une façon d'aider aussi au choix les hommes en leur disant telle pièce va avec telle autre pièce. Vous allez avoir alors une semaine pour tout essayer, garder ce qui vous plaît et nous renvoyer ce qui ne vous plaît pas. Et l'innovation, c'est que vous payez uniquement les vêtements que vous avez décidé de garder après les avoir essayés. C'est 2 choses, c'est de la personnalisation, ça veut dire que chacune des sélections qui sont envoyées à nos clients sont personnalisées, et c'est une autre dimension, c'est remettre de l'humain dans le e-commerce, là où il avait complètement disparu. On essaie de prendre le meilleur du magasin avec le conseil, et puis le meilleur de l'e-commerce avec l'aspect extrêmement pratique. Le modèle économique est viable, on va dire, par rapport au e-commerce. Enfin, il se distingue du e-commerce parce qu'on a déjà des paniers moyens qui sont 3 à 4 fois plus élevés que la moyenne du e-commerce traditionnel. Pourquoi ? Parce qu'on envoie beaucoup d'articles à nos clients et que ça correspond aux habitudes d'achat des hommes qui aiment bien acheter par salve.
Moi j'ai tendance à penser que plutôt que de grignoter des parts aux autres, j'essaie de faire grossir la part du gâteau parce que j'essaie de lever des freins. Et donc j'essaie en gros en quelque sorte d'augmenter les dépenses de prêt-à-porter des hommes qui aujourd'hui étaient limitées parce que simplement ils n'avaient pas forcément les bonnes façons d'accéder au prêt-à-porter. Alors Nathalie nous a beaucoup parlé de nouveaux entrants avec des nouvelles marques, des nouveaux business models. On en a eu un autre exemple juste là avec Chictip. Et au-delà des startups, je pense aussi à de nouveaux grands acteurs de la distribution comme Amazon qui viennent disrupter le secteur. Xavier Marvaldi, vous par exemple, comment un acteur comme L'Oréal réagit face à l'entrée de tous ces nouveaux acteurs sur le secteur ? Alors effectivement, vous l'avez décrit, le bouleversement de la distribution est une des grandes transformations de l'économie actuellement. L'Oréal est un groupe qui s'est construit sur 105 ans et qui est aujourd'hui distribué dans 4 grands types de réseaux de distribution. On a commencé par les métiers de la coiffure, donc les métiers du service à la beauté. Ensuite, dans les années 50-60, la distribution en parfumerie. Ensuite est apparue la grande distribution qui a été un profond bouleversement pour L'Oréal et qu'on a embrassé dans les années 60-70. Et puis dernièrement, dans les années 80-90, les pharmacies et les parapharmacies avec nos marques Vichy, La Roche-Posay, qui sont devenues essentielles pour notre activité. Mais vous voyez que c'est sur une centaine d'années que sont apparus des grands réseaux de distribution. Et nos marques sont distribuées jusqu'à aujourd'hui dans un réseau de distribution. Donc les marques La Roche-Posay et Vichy sont distribuées en pharmacie. Les marques Yves Saint Laurent, Lancôme, Armani sont distribuées en parfumerie. Et puis L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline sont distribuées dans la grande distribution. Et l'organisation complète de L'Oréal s'est structurée autour de ces canaux de distribution qui correspondent à des marques ou des marques qui correspondent à des canaux de distribution, et toute l'organisation repose là-dessus. Et depuis quelques années, eh bien, tout ça est en train d'exploser par quatre facteurs essentiels. C'est d'abord effectivement l'abolition des frontières par le digital entre ces canaux de distribution. Le deuxième axe, ce sont des nouveaux entrants qui arrivent, soit dans ces canaux de distribution, soit qui viennent créer de nouveaux types de canaux de distribution. Le troisième, ce sont des nouveaux business models. On vient de voir Chictip, c'est un nouveau business model de distribution de la mode, et nous avons les mêmes dans la beauté. Et puis le quatrième, c'est une nouvelle relation avec les consommateurs, parce que vous l'avez compris, pendant 100 ans, L'Oréal s'est construit sur un mode de distribution indirect, où les marques envoient des produits à des distributeurs qui les vendent pour eux. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de créer des relations avec nos consommateurs, puisque les consommateurs nous parlent quand ils ont acheté un rouge à lèvres chez Carrefour et qu'ils en sont contents. Ils ne vont pas sur la page Facebook de Carrefour pour dire qu'ils en sont contents, ils viennent sur la page Facebook de Maybelline pour dire j'adore ce rouge à lèvres. Donc nous avons des relations maintenant avec nos consommateurs, avec lesquels nous devons donc entrer en conversation et potentiellement entrer en affaires directement, parce que c'est ce qu'ils nous demandent. Donc ces 4 grands axes, des nouveaux entrants comme Amazon qui viennent perturber l'ordre établi des circuits de distribution, l'abolition des frontières qui fait qu'aujourd'hui les consommateurs ne comprennent plus nécessairement que nous ayons des canaux de distribution différents, et ils s'attendent à trouver chez Sephora, pourquoi pas La Roche-Posay, et en ligne toutes les marques, qu'elles soient des marques dites de luxe ou des marques de parapharmacie ou des marques professionnelles. Et puis ces nouveaux business models qui arrivent, que nous devons embrasser, notamment les box dont a parlé Nathalie Rémy tout à l'heure. Donc ces modes de distribution qui sont par abonnement, par package, qui sont délivrés directement chez vous et que nous devons embrasser pour que nos marques restent distribuées dans l'ensemble du panel de distribution d'aujourd'hui. Et alors juste avec Amazon par exemple, comment est-ce que vous travaillez Alors Amazon, le groupe les a regardés avec inquiétude dans un premier temps, et puis le groupe L'Oréal étant connu pour saisir ce qui commence, c'est l'une de nos devises. Nous avons dans différents pays démarré des pilotes avec eux. Nous commençons avec les marques de la grande distribution, donc L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, et puis nous sommes en discussion avec eux pour la distribution de nos marques de luxe qui ont
avons des contrats de distribution sélective avec la parfumerie, c'est le droit européen qui permet ça. Et donc nous sommes en discussion avec Amazon pour arriver à trouver une manière de distribuer ces marques de luxe. Aujourd'hui, Amazon les distribue via ce qu'ils appellent la marketplace, donc les parfumeries qui sont présentes dans Amazon avec des points de vente physiques et qui leur permettent de distribuer nos produits. Mais nous voudrions avoir une expérience justement plus luxueuse pour ces marques. Et donc nous sommes en discussion avec Amazon pour mettre tout ça en place. Alors on le voit, tous ces nouveaux acteurs, ces box, ces chic types, vide dressing, ils répondent en fait à des nouveaux besoins des consommateurs dont les modes de consommation évoluent et dont les valeurs évoluent aussi. Christine, donc vous travaillez au sein de l'Échangeur, qui est un centre d'innovation appliqué à la relation client, et vous travaillez particulièrement sur la sociologie des consommateurs du luxe. Est-ce que vous pouvez nous décrire qui est ce nouvel acheteur ? Oui. Oui, alors effectivement, j'appartiens à l'Échangeur et c'est vrai que pour juste synthétiser un petit peu ce qu'on vient de dire, la vocation de l'Échangeur, c'est bien d'explorer un commerce qui est en train de se réinventer. Et pour nous, il y a 2 leviers de transformation, c'est ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. L'explosion des nouvelles technologies, premier levier de transformation, et puis le nouveau consommateur qui est certainement l'acteur le plus agile aujourd'hui, qui, soumis à de multiples contraintes, en fait, est en train de s'organiser sur de nouveaux fondamentaux. Et en fait, ce nouveau commerce, il est en train, pour nous, de se mettre en place sur l'évolution d'un modèle plutôt centré sur le service. C'est ça qui va fédérer le tout. Aujourd'hui, c'est vraiment, se développe un nouveau système qui va bousculer, qui est en train de bousculer les business models des entreprises, mais aussi la manière dont le consommateur s'organise, vraiment dont l'objectif est d'être en prise directe avec l'expérience client, de pouvoir la magnifier et de pouvoir placer le consommateur vraiment au premier plan. Et pour ne pas réagir pour les entreprises, quelles qu'elles soient, quels que soient les secteurs, y compris sur le secteur du luxe, on le voit bien avec l'arrivée des nouveaux entrants, c'est prendre le risque de se faire des intermédiaires, par exemple. Pour rebondir sur ce nouveau consommateur qui nous préoccupe plus particulièrement, c'est de voir comment il s'approprie aujourd'hui ce raz-de-marée technologique et comment il réinvente la relation qu'il a avec les acteurs économiques. Et dans le domaine du luxe, on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, justement c'est un peu particulier parce que c'est plutôt même tout le champ des possibles est ouvert puisqu'on est sur des cibles évidemment ultra aisées qui ont vraiment conscience d'être privilégiées et qui sont dans une consommation complètement décomplexée, consommation plaisir, consommation débridée, mais qui sont aussi aujourd'hui représentatives d'une consommation moderne en quête de sens, d'éthique, de responsable, de conscience responsable et qui sont aussi dans une volonté d'accomplissement. Ce sont des valeurs quand même importantes à avoir en tête pour pouvoir les faire fructifier. Ce qui est important aussi à retenir sur ces cibles ultra aisées qui se sont privilégiées, c'est quoi qu'il en soit, elles ont une contrainte principale, c'est une contrainte de temps. On est sur des cibles qui sont forcément hyper occupées, que ce soit sur le point de vue professionnel ou dans la sphère du privé. Donc elles, leur préoccupation majeure, ça va être le gain de temps. Et donc ça aussi, vis-à-vis des marques avec lesquelles elles sont en relation, toutes les initiatives qui vont être prises pour pouvoir leur faire gagner du temps, leur permettre, leur faciliter la vie, va être très très important. Donc les marques qui vont être proactives sur cet aspect-là, évidemment, trouveront du sens et les nouvelles technologies y contribuent fortement. Maintenant, je voudrais plus peut-être revenir pour dresser le portrait de ces consommateurs sur des valeurs plus aspirationnelles, parce que ce qui est intéressant aussi aujourd'hui dans le nouvel écosystème qui est vraiment centré service, qui est en train de se développer, c'est vraiment d'appréhender les moteurs de consommation des différentes cibles. Et aujourd'hui, les cibles du secteur du luxe, elles vont être surreprésentées sur 3 moteurs principaux. Le premier, ça va être qui va concerner quand même beaucoup de cibles, c'est la facilitation. On l'a dit, on est sur des cibles qui ont des problèmes de contraintes de temps et elles ont vraiment besoin qu'on leur facilite la vie. Donc ce moteur-là, et même les innovations qui sont ce qu'on a vu émerger, le personal shopping par exemple, répond pleinement à ce moteur de facilitation. C'est d'aller au-devant de mes cibles et leur apporter du service qui va leur faciliter la vie. On va retrouver le click and connect, qui peut être une illustration de ce moteur, ou encore je pourrais citer l'économie d'usage aussi qui se développe, qui est aussi
vraiment emblématique de ce moteur de facilitation, puisque aujourd'hui, c'est répondre à un besoin, par exemple, de mobilité, sans avoir besoin d'aller acheter une voiture et de passer par une autre forme de relation. Donc ça, c'est le premier moteur sur lequel ces cibles du luxe sont assez attentifs, c'est cette facilitation. Deuxième moteur, c'est un moteur d'expérience. On est sur des cibles qui, on le rappelait en début, en fait, ont tous les pouvoirs en termes de revenus, en termes leurs critères d'arbitrage de consommation, évidemment, vont bien au-delà du prix et de l'offre, mais vont plutôt sur des notions d'authenticité, d'éthique, de posture durable. Et ce moteur d'expérience, elles ont besoin aussi qu'on les aide à se renouveler. Là aussi, dans les aspirations au niveau du nouveau commerce, il y a un besoin de découvrir des nouvelles choses, de vivre des expériences nouvelles, de vivre des choses inédites, d'aller sur le territoire du nouveau. Là, va être très importante pour ces cibles-là. Et là, pour le coup, c'est un moteur assez exigeant pour les marques, parce que ça suppose de jouer à fond la carte de l'innovation. Et puis, ça suppose d'être à la hauteur de l'attente de ces cibles. Donc, c'est loin d'être évident à mettre en œuvre. Et le dernier moteur, qui non des moindres aussi, qui est un moteur de réalisation, où là on est face à des cibles qui ont, ou des populations qui justement sont vraiment dans la recherche du dépassement de soi, qui sont dans la recherche aussi de se recentrer sur des valeurs en tant qu'individu humaine. On parle beaucoup aussi on parle d'expérience client enrichie, mais on parle aussi d'un nouveau commerce qui se réhumanise. C'est important aussi. On a beau être dans l'ère du numérique, l'humain n'a jamais été aussi important. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, tout ce qui va contribuer aujourd'hui à ce dépassement de soi, à m'accomplir en tant qu'être, va être humain, et à me valoriser dans mon savoir-être sur des valeurs qui peuvent être autre chose que des valeurs matérielles. C'est de dépasser le cadre du luxe uniquement marqueur social, témoigner de ma puissance. C'est plutôt de jouer la carte du luxe sur quelque chose de plus discret, sur des valeurs hédonistes. C'est-à-dire, ça va me permettre de mettre en avant mon souhait d'art de vivre, de bien-être, et de pouvoir m'offrir au travers du luxe finalement un moment de rupture, et tout ce qui va contribuer à créer ce moment de rupture, et on reboucle avec l'expérience, vont être des moteurs très très importants. Alors, donc, on le voit bien, le client change, les attentes ne sont plus les mêmes. Qu'est-ce que font aujourd'hui les marques? Qu'est-ce qu'elles commencent à mettre en place pour répondre à ces nouvelles attentes? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, bien sûr. On en a déjà vu quelques-uns d'ailleurs depuis le début de cette table ronde. Juste peut-être rappeler qu'au départ, le mélange luxe et digital, c'était pas forcément gagné. C'était un peu je t'aime moi non plus. Parce que finalement, de prime abord, on est quand même sur deux mondes à l'origine qui peut sembler distincts, avec d'un côté, le luxe qui se positionne vraiment sur le territoire de l'élitisme, de la perfection, de l'exclusivité, et à l'inverse, le numérique qui embrassait à l'origine plutôt quelque chose des connotations de grand public, de masse et surtout de bon marché. Donc ça peut peut-être expliquer pourquoi à l'origine certaines marques, après les experts le diront, mais ont été peut-être frileuses à se lancer sur ce terrain du numérique en pensant peut-être que justement ça n'allait pas, on était, le numérique portait la bonne affaire et c'était pas raccord avec leurs valeurs. Et puis d'autre part, il y a cette notion d'expérience, on parle d'expérience client depuis le début, et il y avait peut-être cette idée que l'expérience client ne pouvait être incarnée que dans un magasin physique pour pouvoir vraiment jouer la carte des 5 sens, mais on va le voir là au travers des exemples, ça peut aussi s'incarner au travers de magasins physiques. Donc, pour illustrer, si j'ai juste quelques minutes, je voudrais partager avec vous 3 exemples qui, pour moi, posent 3 questions, peut-être à partager, qui serait la première question, qui serait de justement, quelle est ma stratégie vis-à-vis du online? C'est une première des questions quand on veut s'approprier le digital. C'est aussi, aujourd'hui, ça pose la question du magasin physique, justement, et de son positionnement, et comment les nouvelles technologies vont me permettre de jouer, d'enrichir mon expérience
clients. Et enfin, c'est aujourd'hui, Marc, comment je fais pour entretenir en fait un lien avec mes cibles, justement, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, puisqu'on est face à ce qu'on appelle un retail ambiant, un consommateur qui est anytime, any device, anywhere, et qu'il faut pouvoir toucher partout. Donc ça, c'est les grands défis de comment je fais cohabiter ces nouvelles technologies dans ma relation client. Et juste 3 exemples sur le online. Moi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a Hermès qui vient de lancer un nouveau site de vente en ligne qui s'appelle la Maison des Carrés pour promouvoir, pour vendre l'exhaustivité de leur offre soie en mettant en avant le carré Hermès assez emblématique. Je vous invite à aller voir le site. Déjà, il est esthétiquement très beau, donc on a toutes les valeurs et il propose un voyage onirique pour le visiteur. Mais ce qu'il faut retenir dans la stratégie, c'est que vraiment Hermès peut-être a fait le choix, en tout cas de développer un site indépendamment de son site de marque, pour pouvoir créer une expérience online vraiment ultra personnalisée, parce que les parcours sont vraiment faits en sorte que vous vous connectez 2 fois et vous n'aurez pas le même parcours. L'objectif, c'est d'avoir accès à l'intégralité de l'offre soie, ce qui est impossible dans un magasin physique. Et d'autre part, évidemment, ce site peut être showcasé dans leur magasin, mais c'est aussi un moyen d'accéder à l'ensemble de leur pays, même dans les pays dans lesquels ils ne sont pas présents. Très rapidement, on va passer, on y reviendra après si on a le temps, mais j'ai peur qu'on soit pris par le temps, donc on va juste passer aux nouveaux acteurs que j'ai sur ma gauche. On va commencer avec Maxime. Donc vous êtes le directeur commercial d'Adways. Alors je pense pas que tout le monde connaisse Adways dans la salle. Est-ce que vous pouvez expliquer Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous proposez à vos clients? Je vais le synthétiser, mais vous allez nous expliquer ça un peu mieux. Vous proposez des vidéos interactives. Exactement. Enfin, nous, on est vraiment une solution technique qui va pouvoir servir justement les marques là, qui sont autour de la table. Adways, c'est une start-up française qui a 5 ans, qui est basée à Paris et à New York, et on a créé ce qu'on appelle donc une plateforme disruptive. On essaye, au fait, comme Uber, à changer la façon de consommer et de se déplacer en taxi. On essaie de faire la même chose sur la vidéo et l'interactivité. Donc on a créé pour ça une plateforme en ligne, en mode cloud, qui permet justement à tous les acteurs qui font de la vidéo, nous on est vraiment, là on a parlé de beaucoup d'expériences, mais nous on est sur l'expérience vraiment vidéo, et donc qui permet à ces acteurs-là de pouvoir enrichir leur contenu vidéo. On est sur le luxe. On travaille avec différents acteurs. Nous, nos clients peuvent être des agences médias, peuvent être des producteurs qui vont faire du contenu donc pour des marques comme L'Oréal, Dior. On travaille aussi parfois en direct avec ces marques-là. Adways, ça permet 2 choses. Ça permet d'enrichir un contenu de façon éditoriale. Donc, je vais raconter une histoire, je vais faire un documentaire sur une belle marque, je vais pouvoir l'enrichir en proposant un contenu additionnel, donc une expérience utilisateur immersive, où en gros, ce qu'on aime bien dire, nous le claim, c'est donner la possibilité à votre audience de prendre le contrôle de la vidéo. Donc le visionnaute va prendre le contrôle de la vidéo, il va choisir est-ce qu'il veut aller à gauche, à droite dans la vidéo, quelles infos il a envie d'avoir sur la marque, et notre techno permet de faire ça de façon rapide et industrielle. Voilà. Plus particulièrement sur tout ce qui est justement luxe et donc e-commerce, on a des clients, on voit bien, on l'a vu là dans tous les chiffres qui ont été annoncés, c'est vrai qu'ils n'y sont pas encore beaucoup par rapport à d'autres industries. L'automobile peut être une industrie du luxe, on travaille beaucoup avec eux, avec des agences qui ont donc comme clients des groupes comme BMW, où c'est vrai là ils ont vraiment l'habitude déjà d'enrichir leurs vidéos pour proposer un contenu additionnel, mais également pour avoir un point de contact avec le consommateur final et lui proposer peut-être d'aller essayer un véhicule directement en regardant une vidéo, et donc pourquoi pas derrière, quoi qu'il arrive, de faire du ROI pour un jour qu'il achète ce véhicule. Sur le luxe, la mode, on voit, nous, on a 5 ans d'existence, on a une plateforme qui est en place depuis 1 an et demi. On voit clairement qu'il commence à y aller. On travaille avec des acteurs comme des agences où au final, derrière, il y a un client, Koukaï, Kiabi, Camailleux, Schiaparelli dans la haute couture par exemple. Ces acteurs-là commencent à utiliser nos technologies. Pourquoi? Parce que déjà ils font beaucoup de vidéos, parce que la vidéo c'est un produit premium. Ils aiment bien raconter des histoires. Généralement on voit les grandes marques dans la vidéo, soit ils reviennent sur leur côté patrimonial, une marque qui a une histoire à raconter, ils fêtent leurs anniversaires, c'est des marques qui ont un certain âge, ils aiment bien nous emmener dans les coulisses des événements. Ils aiment bien nous montrer leur savoir-faire, de mettre en avant les artisans. Donc ils communiquent sur la vidéo. La vidéo, on en consomme tous de plus en plus. Elle a un taux de conversion
qui est quand même assez fort sur tout ce qui est e-commerce. Et donc nous, on est la techno qui va venir se briquer là-dessus, qui va leur permettre justement de faire du ROI. Et quand ils communiquent à travers la télé ou sur le web, et ben à un moment, dans leur message vidéo, ils vont cliquer sur les petits hotspots qu'AdWeis a mis, parce que ça se traduit vraiment concrètement par des petits hotspots que vous mettez dans la vidéo. Donc ça peut être une image, ça peut être un texte, et qui va vous permettre d'ouvrir, donc sur du e-commerce notamment, peut-être un panier d'achat, et donc d'aller, comme on l'a vu tout à l'heure, commencer peut-être à enregistrer une commande qui viendront finaliser plus tard ou qui vont finaliser tout de suite. Donc notre techno, elle permet ça, elle permet de proposer l'outil qui va permettre d'avoir un taux de conversion élevé, une expérience utilisateur innovante, et puis de mettre en avant le savoir-faire de la marque, tout ce qu'il y a autour de la marque, je dirais, pour proposer de découvrir qui sont les coulisses. Les marques, elles essayent aujourd'hui justement de communiquer au bon moment, au bon endroit, mais dans un contexte premium. Je regardais la finale de Roland Garros l'autre jour, il y avait 3 spots de pub, c'était 3 spots de Dior. Contenu premium, c'est la finale, c'est un bel endroit. De la même façon sur le web, nous on a une techno qui est sur le web, sur le desktop, sur la tablette, le smartphone. De la même façon, elles vont essayer de trouver des formats, donc si on est sur du format publicitaire qui va être premium, elles vont faire appel à des agences avec qui nous on peut être la solution partenaire. Je pense par exemple à Tid qui propose du in-read dans un contexte où on va choisir le publisher sur lequel on va communiquer. Donc on va aller, quand on est une marque de luxe, sur un contenu un peu premium. Et nous, grâce à ça, ils vont pouvoir faire du ROI. Si je prends quelques exemples qu'on a, donc avec Schiaparelli par exemple. Schiaparelli, par exemple, on a fait, donc c'était, ils revenaient à la haute couture l'année dernière, c'était en 2014, et donc ils ont refait un site internet. Et sur ce site internet, donc on leur a fait une vidéo interactive de ce défilé. Donc déjà avec un sommaire interactif, ça vous permet de faire des jumps dans la vidéo et d'aller voir donc toutes les tenues dès le début de la vidéo si vous voulez. Vous avez une control bar qui vous permet de vous déplacer dans la vidéo. Et puis sur chaque vidéo, on avait un contenu. Donc là, on était vraiment dans de l'éditorial, dans du contenu additionnel. Sur chaque contenu, on pouvait justement voir les artisans, comment ils ont préparé la robe, le nombre d'aiguilles, le nombre de fils à coudre qu'il a fallu. Enfin, vraiment, on était dans les coulisses. Donc on avait un contenu très quali qui mettait en avant le savoir-faire de la marque. Autre exemple, si je prends l'exemple de Kookai, on a une opération en ce moment-là avec eux, avec l'agence Remind. Ils utilisent notre techno. Ils ont mis en avant sur la page du site de Kookai, sur leur blog et via leur newsletter, ils envoient des vidéos qui sont interactives et qui vont vous permettre dans la vidéo directement de pouvoir choper, de pouvoir mettre en place réserver en tout cas vos tenues. Donc là, c'était la mode du mois de mai. On était sur le jean. Je peux choisir mon pullover, ma salopette et directement sélectionner ma taille. Et je suis dans le panier d'achat Kookai et je peux donc acheter en live. Et on voit là-dessus qu'une techno où vous restez dans la vidéo, on est en immersion dans la vidéo, ça vous permet d'avoir déjà des taux de complétion de la vidéo qui sont assez forts. On est autour de 70%, donc ça veut dire que 70% des gens restent jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis surtout, à un moment, d'avoir des ROI assez élevés. Je ne peux pas révéler les chiffres ici, mais le but pour un client, c'est sûr, c'est s'il utilise notre techno pour faire du e-commerce, derrière, il veut s'y retrouver. Donc le taux de conversion, il est de combien il a vendu d'articles grâce à AdWeis. On est sur des niveaux quand même assez élevés. Sans donner tout le détail, mais en tout cas, on est à plus de 1 à 2 en taux de ROI, donc ce qui est plutôt pas mal. Et donc, un taux d'engagement aussi. Qui clique sur les hotspots, on voit en moyenne, on est autour de 20% sur l'ensemble des campagnes. Donc, la vidéo, je dirais vraiment média utilisé par les marques pour l'éditorial, pour le e-commerce, et avec des technos innovantes, expériences utilisateurs engageantes, elles sont dans le test and learn, elles ont besoin justement d'essayer des choses. Et des technos comme la nôtre leur permettent de mettre ça en place. Alors c'est quoi les fonctionnalités sur lesquelles vous travaillez en ce moment que vous espérez proposer dans 2 ans ou plus à vos clients? Vous me parliez de ciblage par exemple. Alors l'idée, nous c'est donc on a cette plateforme qui est disruptive, on a une roadmap où tous les jours on crée de nouveaux templates pour permettre aux marques de communiquer dans la vidéo. Et là, on va vraiment sur des nouveaux formats publicitaires parce qu'aujourd'hui, une marque premium ne va pas communiquer forcément sur du pré-roll, qui est un peu le fourre-tout, on va dire. Et donc, du coup, nous, on est en train d'inventer un inventaire publicitaire qui va permettre, quand vous regardez un contenu, si vous regardez un contenu autour du luxe, a priori, c'est que vous aimez le luxe et on va vous proposer justement d'acheter directement de façon un peu automatique avec du ciblage et du contextuel les produits de la marque.
Donc tout ça à travers un développement d'un algorithme et toujours avec une couche d'interactivité sur le contenu. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé de l'expérience client, mais Nathalie nous en parlait tout à l'heure, on a aussi des nouveaux produits, des nouveaux services qui voient le jour, qui sont initiés d'une part par les acteurs historiques et d'autre part par de nouveaux entrants, par les startups, qui répondent à des nouvelles problématiques, qui permettent de toucher de nouveaux publics. On en parlera notamment avec vous, Thierry. Mais on va juste revenir avant avec Xavier, puisque L'Oréal a lancé en 2014 une application qui utilise la réalité augmentée pour tester du maquillage. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire plus sur cette application, nous expliquer ce que ça vous apporte du point de vue e-commerce, du point de vue de la relation avec vos clients, de l'engagement ? Alors tout à fait, en 2014, on a lancé une application qui s'appelle Makeup Genius, que je vous invite à télécharger sur vos smartphones ou tablettes, et qui permet d'avoir un miroir virtuel qui vous maquille. C'est la première étape d'une démarche plus généralisée sur la réalité augmentée, où nous allons créer des miroirs qui permettent d'essayer tout un tas de produits, et notamment à terme la coloration des cheveux, qui est un acte très engageant pour une femme, et puis maintenant les hommes aussi s'y mettent, c'est très bien. Un acte très engageant, et si on peut, avant de faire cette coloration, ou avant de faire du maquillage, ou avant de tester une crème, avoir testé en virtuel quel serait l'impact de ces produits sur soi-même, eh bien, ça facilite l'acte d'achat, ça donne des idées, ça inspire. Donc voilà une illustration très concrète d'une démarche en fait fondamentale chez L'Oréal, qui est le passage d'une stratégie produit à une stratégie produit plus service. L'une des grandes transformations qu'apporte le digital, c'est que il faut apporter du service, et c'est vrai particulièrement dans le luxe, dont on a parlé. Dans le luxe, l'expérience est essentielle. Eh bien, nous devons dorénavant apporter du service en plus de nos produits, pour que nos consommateurs les achètent ou qu'ils aient envie d'en acheter encore plus. Alors Makeup Genius a été lancé l'année dernière, nous avons déjà 11 millions de téléchargements, et aujourd'hui c'est une application qui permet donc de tester les looks et les produits de L'Oréal Paris sur son visage, avant de pouvoir ensuite en quelques tapes, on dit plus clic maintenant sur le mobile, en quelques tapes vous pouvez commander le produit et le recevoir chez vous. Dans certains marchés c'est de la vente directe. Donc L'Oréal a la supply chain pour vous envoyer le produit. Dans certains autres marchés, on va vous renvoyer vers le distributeur. Donc on a des accords avec des distributeurs pour que vous puissiez commander le produit sur Walmart ou Target ou Boots. Et donc voilà une première étape, et ça rejoint ce que vous disiez, Madame, tout à l'heure, c'est que on passe d'un retail segmenté, siloté, à un omni-retail. Aujourd'hui, les femmes peuvent, en pleine nuit, sur leur mobile, chez elles, tester des produits et décider de les acheter, et nous devons être présents à ce moment-là. Et puisque nous voulons à terme, c'est être présent au quotidien par ces services dans leur routine beauté, de même que nous espérons que toutes les femmes, tous les matins, prennent soin de leur peau, de leurs cheveux, et se maquillent pour se sentir bien et en accord avec elles-mêmes et leur environnement. Eh bien, nous espérons introduire des services digitaux qui vont les aider, les guider, les accompagner dans ces gestes, et créer des nouveaux gestes de beauté qui in fine, évidemment, concourt à vendre plus de produits et mieux servir nos consommateurs. Alors, combien de téléchargements pour Makeup Genius ? Aujourd'hui, nous sommes présents dans une trentaine de pays et nous avons atteint 11 millions de téléchargements. Donc c'est à la fois significatif. Toutes les applications des App Store n'atteignent pas ces chiffres-là. Pour L'Oréal, ça reste une V1. Un prototype, et maintenant il faut aller plus loin. Nous touchons à peu près 1 milliard de consommateurs dans le monde. L'enjeu, c'est que ce milliard de consommateurs ait à sa disposition des services qui l'accompagnent dans ses choix et son usage de nos produits. Alors je vais maintenant me tourner vers vous, Thierry, puisque à votre manière, avec Showroom Privé, vous révolutionnez aussi l'expérience de l'utilisateur.
tout en répondant à un problème rencontré par les marques, le problème de déstockage. Vous allez nous expliquer ça. Ce qu'on se demande pour les marques de mode et encore plus de luxe, c'est comment est-ce que vous pouvez leur garantir que vous allez conserver leur image de marque, puisque c'est quelque chose de très important pour elles. Quelles sont les demandes particulières au secteur de la mode et du luxe? Alors tout d'abord, Showroom Privé s'adresse à ce qu'on appelle nous les digital women, donc version un peu moderne de la ménagère de moins de 50 ans, et qui est plutôt, on a plutôt une cible assez mass market, donc on va jusqu'au luxe dit accessible. Pour moi, le luxe, c'est peut-être 6 marques dans le monde, 7 marques dans le monde, qui de toute façon ne déstockent pas, car elles veulent rendre l'expérience unique, ou quand elles déstockent, soit elles brûlent. L'exemple de Vuitton, soit le font auprès de clients extrêmement ciblés ou de collaborateurs de l'entreprise. Les marques de luxe dont vous parlez, c'est Dior, c'est Hermès, c'est Prada, Burberry. C'est assez incompatible parce qu'il y a vraiment une expérience, et pour le coup, l'expérience, c'est aussi la rareté. Si le produit devient accessible au plus commun des mortels, ça leur pose un problème dans leur distribution. Cependant, là je parle des produits. Après, il y a les licences, les parfums qui sont dans un autre débat. D'autant plus quand la distribution sélective va tomber, parce que moi je suis assez convaincu qu'elle va tomber, cette distribution sélective, prochainement, parce que c'est pas compatible avec l'Europe et la libre circulation. Mais bon, ça c'est un point un peu différent, mais on en a parlé un peu tout à l'heure. Ce sont des contrats européens, justement. Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui, ils sont bouleversés par les évolutions naturelles. Voilà. En tout cas, tout ce qui est sélectif dans notre monde, je pense, qui est global et qui est numérique, où les jeunes ont plus de notion de propriété ou sont complètement insensibles à partager la donnée dans tous les sens. Il y a une vraie révolution, surtout dans les jeunes générations. Je trouve que, on parle pas de chambre privée, mais c'est pas très grave. Je trouve que cette transformation numérique est d'autant plus amplifiée par les jeunes consommateurs. Les gens de 20 ans en ce moment, ils ont un mobile greffé dans la main, ils sont globaux, il n'y a pas de zone. Ils s'en foutent s'ils achètent en ligne, en magasin, s'ils achètent en ligne, on cherche un magasin qui retourne. Enfin, il y a des parcours d'achat qui sont complètement différents. Ils n'ont pas de case comme nous on pouvait en avoir. Et ils partagent toutes les données possibles. Donc, et ça, c'est un truc, nous encore, à nos générations, on n'est pas très loin de 20 ans, mais quand même, quelques années sont passées. On a du mal avec partager les données. Un jeune de 20 ans s'en fout complètement, on partage déjà depuis 5 ans. Et donc, tout ça va, à mon sens, engendrer plein de comportements différents et commence à engendrer plein de comportements différents. Encore une, par exemple, tout ce qui est collaboratif aussi. La notion de propriété chez ces jeunes est quand même assez différente de la nôtre. Maintenant, ils échangent, ils partagent, ils louent, et c'est complètement décomplexé. Donc, je pense que tout ça est en train de... Probablement sont les grandes mutations sous-jacentes un peu du retail. Et, alors, je faisais le rebond sur la distribution sélective parce que c'est des sujets intéressants. Mais bref, pour revenir un peu sur le... Et justement, Showroom Privé peut permettre de toucher un public plus jeune. Alors effectivement, nous on s'est focalisé sur cette Digital Woman et on apporte un besoin aux marques et on agit un peu comme une plateforme entre les marques et les consommateurs. Les marques, on les a vendues. Qu'une marque fonctionne ou fonctionne pas, elle a toujours entre 5 et 10% en gros d'un vendu par an parce qu'elle doit tourner ses collections, parce que justement ces jeunes générations, on leur demande encore plus de rythme, de réassort, de couleurs, de choix, de changements. Donc du coup, avec une tendance sur les prix induite par la fast fashion qui fait que du coup les productions sont massifiées, sont très lointaines, donc sont plus globales, donc il y a encore plus de stocks. Et effectivement, ces marques ont besoin d'acteurs qui leur permettent de vendre ces stocks en respectant leur image de marque pour pas cannibaliser leur réseau de distribution classique. Donc on répond complètement à ce besoin-là. Et à la fois les consommateurs, que ce soit en France, mais encore plus dans les pays émergents. Nous, on le voit beaucoup. Alors dans les pays émergents entre guillemets, si les Espagnols m'entendent dire ça, ils vont m'engueuler, mais d'Europe, je considère encore quand même que l'Espagne, le Portugal, l'Italie, ce genre de pays, on voit tout à fait que nos modèles, finalement, la vente événementielle qui propose à la fin une marque à un prix intéressant, est un point d'entrée et un nouveau réseau de distribution. Ça leur donne non seulement accès aux marques, et en plus de ça, un tarif intéressant. Et c'est finalement un point d'entrée pour l'e-commerce. Et le e-commerce, d'ailleurs, se développe dans ces pays-là, souvent par des offres tarifaires. Les premiers acteurs sont des pure players, et pas des brick and mortar, comme dans les pays plus matures, dans le Nord, où les clients sont plus arrivés par l'offre. Donc en fait, on agit vraiment à la fois comme un nouveau canal de distribution et comme une solution qu'on apporte aux marques, quand bien même le métier est en train de migrer. Parce qu'au départ, on était dans un achat très opportuniste. Il y a un stock, on l'achète, on le revend, il fallait être bien positionné sur le stock, bien acheté. Maintenant, on est dans des relations beaucoup plus longues et moyen terme, long terme avec les marques, non seulement parce qu'on leur apporte du trafic, 2 millions de visites par jour, c'est une vraie visibilité pour elles. On leur apporte de la connaissance. Nous, on leverage beaucoup nos données, nos data sur le consommateur, sur leur production pour les aider à mieux comprendre leurs consommateurs, leurs zones de production, identifier les zones de chalandise en Europe notamment. Et ça, elles adorent parce que finalement, même les marques qui ont 700 magasins ont parfois très peu de connaissances de leurs clients.
Et puis elles peuvent appréhender mieux leur production. Et puis on essaie aussi, via notamment une application qu'on a lancée qui s'appelle Smart Promo, à leur apporter du trafic en magasin, parce que c'est quand même leur problématique numéro 1. Et là, on parle beaucoup de numérique, mais le numérique en France, l'e-commerce représente 7% du commerce, donc 93% est encore fait quand même dans des magasins physiques. Quand bien même le paradigme est nouveau, elles ont quand même un besoin énorme d'avoir du trafic en magasin. Donc on essaie de répondre à leurs besoins, aussi pour aller dans une relation plus long terme avec elles. Alors, vous disiez que vous êtes plutôt incompatible avec les grandes marques de luxe, mais vous avez quand même beaucoup de joailliers, des marques de mode. Comment est-ce que eux, vous leur assurez d'avoir une marque premium Ouais. Alors moi, je suis pas incompatible. Si elles veulent venir bosser avec nous, j'ai aucun souci. Nos clients seront ravis. Non, c'est pas ça. On bosse avec du Mauboussin, on bosse avec des marques créateurs comme Vanessa Bruno, Tara Jarmon. Et vous les mettez en lumière, des jeunes marques. Parce que pour moi, le luxe, c'est vraiment, sincèrement, c'est 5 ou 6 marques dans le monde. C'est vraiment extrêmement avec la même mécanique. Donc, et avec des écoulements d'invendus. Elles se posent des questions, cela dit, parce qu'elles ont des stocks. Donc, c'est aussi problématique. Leur marge, le numérique crée aussi un monde où, à la fin, quand même, les prix et les marges sont plutôt à la baisse. Parce que ça permet des organisations plus lean, plus flexibles et donc des inflations à la baisse sur les coûts. Et donc sur les prix, et donc ces marques quand même commencent à se poser des questions, mais elles sont encore très éloignées de tout ça parce qu'elles n'ont même pas franchi l'étape numéro 1 qui consiste, et la personne de McKinsey le disait très bien, à simplement appréhender le média numérique pour vendre. Elles ont encore du mal à appréhender ça. Donc voilà, maintenant c'est 6 marques, nous on travaille avec plus de 2000 marques, le luxe n'est pas non plus une fin en soi, je ne pense pas que le consommateur achète tous les jours des sacs Vuitton et donc voilà, donc il y a quand même de quoi faire. Le marché est énorme, le marché des marques est énorme et il est révolutionné aussi, probablement beaucoup plus parce que les barrières sont encore plus faibles. On est dans un truc encore plus global par le numérique que les marques de luxe. Alors je ne sais pas, Christine, si vous voulez réagir, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur les nouveaux consommateurs. Ah oui, complètement. De toute façon, là, on assiste à une mutation très forte pour aller dans votre sens et dans la continuité. Oui, on tend vers une économie servicielle, ça c'est sûr. Et puis de toute façon, la révolution digitale, en fait, amène deux dimensions majeures dans l'homme, dans la dimension de l'homme. Ça révolutionne la notion de temps et d'espace. Et à partir de là, ça veut tout dire, parce que pour les marques, et ça veut dire abolition des frontières, on est sur une vision globale, on est tout le temps, comment répondre à ces paradoxes-là aussi. Donc c'est bien là tout le défi, et ça suppose de développer des nouveaux services que vous faites très bien d'ailleurs. Juste moi, c'est pour vous citer juste un exemple qui serait emblématique, qui rejoindrait un peu tout ce qu'on s'est dit sur comment je fais coexister, on va dire, une stratégie online, une stratégie magasin physique, parce que j'insiste sur le magasin physique dans le luxe, pour le coup, qui doit quand même permettre de transcender l'expérience client. Quoi qu'il en soit, ça reste un point de passage quand même très fort. Et aujourd'hui, le magasin, avec les objets connectés, avec les beacons, avec plein de choses, permettent aussi d'apporter de l'ultra-personnalisation. Il y a juste aux États-Unis la marque Neiman Marcus qui vraiment propose un parcours assez exemplaire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est par exemple, vous apprenez à un instant T, vous êtes au travail, que vous avez une soirée le soir et vous n'avez pas la robe qui va bien pour aller à votre cocktail. Vous prenez votre smartphone, vous vous connectez à l'application Neiman Marcus, vous vous mettez en relation avec un conseiller personnalisé, vous lui faites passer 2-3 messages sur le fait, la spécificité de votre soirée. À partir de là, il vous sélectionne en magasin, en boutique, les vêtements qui vont bien. Vous avez rendez-vous avec lui, vous arrivez en magasin le soir à 19h après le boulot, et en fait vous êtes immédiatement identifié via e-beacon à l'entrée du magasin. Le vendeur est averti, donc vous avez un accueil singulier qui va dans votre quête de reconnaissance. Bref, et il vous fait faire votre essayage. Il vous a choisi, bien évidemment, il vous fait du upselling parce que vous avez les bons accessoires qui vont aller avec la robe, et vous repartez super satisfaite. Enfin bref, c'est juste pour montrer le point de vente physique, comment tout ça peut aussi cohabiter, et tout le défi que les nouvelles technologies imposent, mais qui permettent en fait de jouer, ça démultiplie les opportunités de jouer la carte de l'ultra-personnalisation, et comment je construis un parcours personnalisé à multiples clients et un design de service différencié pour chacun de mes cibles. Vaste défi. Bien, merci à tous. Ce sera le mot de la fin pour cette première partie.
Je vais désormais appeler pour la deuxième partie de la table ronde Eudes d'Orléans, le directeur général de Château de Fargue. Alors, David Naïm, partenaire responsable du pôle stratégie marketing et innovation chez EY, et Alain Tedaldi, délégué général de l'Institut Esprit Service. Et pendant qu'il s'installe, on va visionner une deuxième vidéo dans laquelle Manuel Perrondé présente Chef d'œuvre, qui est une box de vin. J'envoie chaque mois mes coups de cœur à travers une box qu'ils reçoivent, 3 instants de consommation. Et avec ces vins, je fais 4 vidéos par vin où je présente en long, en large, en travers l'histoire du domaine, leur style, pourquoi j'aime. La première rupture, c'est de faire goûter les vins. C'est-à-dire que je pense que le vin est une histoire de goût. Et donc, c'est plutôt d'abord dans la démarche, tenez, voilà une belle bouteille que j'adore, un peu comme on fait au restaurant. Je vous la fais goûter. La deuxième rupture, elle est plutôt dans la profondeur de l'explication, parce que je crois que ça n'existe pas pour l'instant. La troisième pour la rupture, c'est qu'un sommelier de grand établissement a, de par mon background, les nombreuses visites que j'ai faites dans le vignoble et autres, des ouvertures chez des vignerons que des gros vendeurs n'ont pas. Des vins qui sont plutôt recherchés, spéculatifs souvent. Le but, c'est bien sûr de les mettre au bon prix dans la cave des particuliers. On a la possibilité par le web d'aller les chercher, c'est-à-dire que régulièrement, si vous, par exemple, vous arrêtez ou vous passez chez votre caviste, c'est parce que vous êtes dans la rue ou parce que vous avez décidé d'y aller. Nous, on peut aller les chercher différemment, ils reçoivent le mail chez eux et tout de suite, ça peut les amener. Je pense qu'on a un très bon relais entre un viticulteur et des amateurs de vin, des particuliers. Je pense qu'on casse un petit peu tous les intermédiaires pour rétablir une transparence totale dans les prix auxquels les vignerons veulent vendre leurs produits. On achète au prix du professionnel, on vend au prix public, particulier, comme si la personne s'était déplacée au domaine. 2700 bouteilles de vin vendues pour 400 membres par mois, je crois que c'est un modèle que peu de cavistes peuvent se vanter d'avoir. On bouleverse un petit peu le réseau de cavistes classiques. Les cavistes font peu goûter les vins. Le deuxième acteur économique qu'on touche, bien sûr, c'est les vendeurs de vins en ligne, qui eux ne vendent que des étiquettes. C'est moins personnalisé comme sélection, et c'est souvent des vins qui sont un petit peu plus produits en volume, un peu moins niche. Alors on parle de box de vin, donc naturellement je vais me tourner vers vous, Eudes, puisque vous êtes le directeur général de Château de Fargue. Les box, finalement, c'est un des symptômes qui montrent que les consommateurs ont complètement changé leur façon de voir le vin, de l'acheter. Est-ce que vous constatez ce changement à votre échelle ? Effectivement, je constate ce changement, et puis je vais être très concret dans ma petite présentation. Château de Fargue, un vin de Sauternes, 15 hectares, 15 000 bouteilles produites chaque année. Le défi du numérique pour nous, c'est d'abord une nouvelle relation avec le client. Un client qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant et que l'on observe à travers les réseaux, à travers les médias, à travers tous les éléments du numérique. Et aussi, le deuxième défi pour nous du numérique, c'est de nous impliquer dans toute la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'au client final. Donc les défis sont là pour nous. Et je vais être très concret dans les défis pour nous, parce que notre entreprise, Château de Fargue, 10 salariés, 7 vignerons, comment faire face à ces défis du numérique ? Dans les éléments concrets, alors moi j'ai pris des informations du CIVB et aussi d'un baromètre édité par le Figaro. Nous avons en face de nous 1,2 million d'utilisateurs de Facebook qui listent le vin parmi leurs centres d'intérêt. Les plus grands blogs, les 20 plus grands blogs sur le vin ont une audience supérieure à la revue de Wine Spectator, qui est une revue internationale américaine qui comporte 385 000 lecteurs. En 2011, on comptait plus de 450 applications mobiles sur le vin. 5% des ventes de vin dans le monde en valeur se font sur Internet. Il y a plus de 350 sites Internet français concurrentiels. On observe aussi que 26% des Français considèrent Internet comme source d'information et 24% des Français achètent du vin en ligne et 9% via un smartphone. Ce qui veut dire que pour
pour une PME dans le Sauternais, il y a quelque chose de vertigineux. Tellement vertigineux que il ne suffit pas, je dirais, de répondre en créant un site internet, d'aller sur Facebook, de créer une page Facebook et de créer une page Twitter. Pour nous, le défi se situe beaucoup plus dans le renouvellement, je dirais, de cette relation clientèle qui est complètement nouvelle pour nous. Parce qu'il faut savoir que traditionnellement, on vend nos vins au négoce et le négoce distribue. Et donc, on a en face de nous un monde qui est complètement nouveau, avec des clients qui sont complètement dans une attente nouvelle par rapport à nos vins. Et c'est à nous de relever ce défi. Alors justement, vous le disiez, vous vendez 80% de votre production au négoce de Bordeaux. Aujourd'hui, vous avez un site internet, c'est une vitrine, mais vous ne vendez pas directement en ligne. Non, effectivement. Alors, vous réfléchissez, j'imagine, à la nouvelle stratégie à adopter face à ces nouveaux consommateurs. Où vous en êtes aujourd'hui de cette réflexion? Alors pour nous, l'enjeu, c'est pas seulement justement de créer des pages Facebook, Twitter et autres. C'est vraiment réfléchir à la transformation totale de l'entreprise. Et cette transformation totale de l'entreprise, on touche à l'ADN même d'une entreprise viticole, qui est cette relation au client. La relation au client, on la connaît parce que à travers le négoce, on était habitué de voyager dans le monde entier pour promouvoir nos vins. Mais le nouveau défi, c'est de pouvoir répondre justement aux nouvelles attentes des clients qui sont complètement affranchis, qui ont le pouvoir par les réseaux sociaux, qui sont complètement libres. Et nous, en tant qu'entreprise, la transformation totale de l'entreprise, ça correspond à cette réflexion sur qui nous sommes fondamentalement. Et derrière ça, combien est-ce que ça me coûte? Parce qu'il ne faut pas imaginer que le digital soit gratuit en ligne pour tout le monde. Pour une entreprise de 10 personnes, moi, je me pose concrètement la question, qui va s'occuper de cette partie digitale dans l'entreprise? Si j'ai que 10 salariés, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais recruter quelqu'un supplémentaire? Est-ce que je vais former quelqu'un? Est-ce que je vais externaliser? Et le summum, c'est si jamais je réfléchis à toute ma stratégie de fond, tout cela a un coût. Et ben, moi, le coût, c'est pour ma PME quelque chose de primordial. Et c'est ce sur quoi je réfléchis maintenant. Alors vous en êtes arrivé où? Est-ce que vous allez embaucher? Quel coût vous allez y mettre? Alors nous, la première chose, évidemment, on fait des tests. Mais avant de faire des tests, nous sommes actuellement dans une refonte complète de notre stratégie qui va pouvoir intégrer justement cette nouvelle vision de cette relation clientèle, parce que ça fait partie de notre ADN. Le vin, c'est pas seulement un produit que l'on vend. Le vin, c'est d'abord quelque chose que l'on... c'est un élément d'émotion, c'est un élément de partage. Le vin, on ne le boit pas seul, on le boit avec quelqu'un. Et ce quelqu'un que jusqu'à maintenant on avait dans nos vignobles qui venaient nous visiter ou qu'on voyait avec le négoce, eh ben, cette nouvelle personne, elle est impalpable. Et donc, moi, mon défi, et c'est aussi un luxe, c'est d'humaniser la relation clientèle. Et vous me parliez par ailleurs de travailler sur une base de données pour mieux connaître vos clients, puisqu'aujourd'hui, vous n'en avez pas. Alors ça, c'est le troisième défi du numérique. Il faut bien comprendre que quand on est dans un domaine viticole, on fait visiter le domaine viticole, on voyage pour promouvoir nos vins, nous avons des dîners, des dégustations, et on rencontre plein de monde. Et toutes ces personnes, petit à petit, donc on constitue des petites bases de données sur Excel, etc. Maintenant que nous avons à faire face, et ça j'ai cité tout à l'heure, donc un peu l'immensité, le côté vertigineux, je dirais, du digital, de cette nouvelle relation clientèle, il y a un moment où notre propre mémoire personnelle, elle va bugger. La mémoire, le côté humain, je dirais, va à ses propres limites. Et donc le digital va et doit être au service justement de notre propre humanité pour constituer des éléments sur nos clients
Je prends un exemple. Là, la semaine dernière, j'ai eu 12 Australiens qui font partie d'un grand club de vin et de vin à Melbourne. Et ben, la première chose qu'ils m'ont dit, on est très content d'être chez vous. Donc, je suis en lien direct avec eux. Et après, ils me disent, mais comment on fait pour trouver vos vins? Comment on peut faire pour rester en lien après? Et donc, le digital, et donc la base de données va me servir justement à alimenter cette relation clientèle qui, pour moi, est essentielle. Essentielle parce que je veux garder ce lien avec mon client. Je ne veux pas le perdre à travers, je dirais, le digital qui pourrait me dire mon client est à l'autre bout du monde, je ne le connais pas. Moi, j'ai besoin de connaître mon client parce que ça fait partie de mon ADN. Alors donc on le voit, les données c'est primordial pour connaître le client et puis pour le cibler tout simplement. David, donc vous êtes partenaire chez EY. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie des entreprises de la mode et du luxe dans le secteur de la data? Est-ce qu'elles ne sont pas en retard? Est-ce qu'elles n'ont pas été réticentes à utiliser les données? Ou est-ce que ce sont finalement les acheteurs du luxe qui sont réticents? Ou quel état des lieux vous pouvez faire aujourd'hui du secteur? Alors aujourd'hui, chez EY, là, on mène depuis 2 ans une étude qui construit un indice de maturité sur ce qu'on appelle le big data, donc l'exploitation des données. Et alors, ce que ça donne comme résultat, c'est que globalement, on a 70% à peu près des entreprises qui disent que c'est très intéressant, et on a aussi 70% des entreprises qui disent qu'elles ne sont pas du tout prêtes. Alors, et dans le luxe, on retrouve à peu près ces proportions encore un petit peu plus marquées. Alors pourquoi on a ces écarts-là? C'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est très difficile pour les entreprises, et particulièrement dans le luxe, de faire une connexion entre cet intérêt d'exploitation des données et les problématiques très opérationnelles et les modèles d'organisation aujourd'hui des entreprises. Alors pourquoi on a ça aujourd'hui? Si on devait donner une définition du luxe, et je parle comme Monsieur Petit du luxe plutôt des très grandes marques, le luxe c'est la rareté, donc ce sont des produits extraordinaires qui sont créés par des artistes, qui sont fabriqués par des artisans et qui sont distribués dans des réseaux et avec un cérémonial de vente qui est très particulier. Voilà. Alors quand on est aujourd'hui, si on rajoute en face de ça beaucoup de places de marché qui donnent des vitrines à plein de petits designers, si on rajoute des nouveaux réseaux de distribution, en fait, on percute complètement le modèle industriel du luxe. Alors, et pourquoi c'est intéressant aujourd'hui d'exploiter la donnée? Parce que cette percussion, si j'ose dire, du modèle industriel du luxe, elle est de plusieurs niveaux. Il y a tout d'abord un problème de distribution sélective. Ce modèle-là, il est extrêmement clé dans le monde du luxe et il est très très remis en cause aujourd'hui. Et le deuxième grand sujet, c'est les problématiques de propriété industrielle. Aujourd'hui, le sujet de la propriété industrielle est un sujet extrêmement important. Et donc, du coup, ces deux éléments mis bout à bout sont des vraies problématiques de stratégie de marque, aujourd'hui, qui sont extrêmement complexes et stratégiques. Alors, en quoi l'analytique est une réponse à ça? On peut prendre plein d'exemples. On parlait de la relation client. Pourquoi c'est difficile aujourd'hui? Pourquoi c'est facile à dire et difficile à faire, si j'ose dire? Aujourd'hui, une industrie du luxe, un groupe du luxe, elle est fondamentalement organisée par marque et fondamentalement cloisonnée d'une marque à une autre parce que ce sont des stratégies de produits, ce sont probablement souvent des mêmes clients. Donc il faut arriver en fait à aller au-delà de l'organisation traditionnelle pour capter la valeur de ce qu'on entend par la connaissance client. Si vous voulez avoir vraiment de la bonne connaissance client, il faut savoir que telle personne qui a acheté un sac Gucci, elle a aussi acheté tel produit dans le même groupe et peut-être même tel produit à la Fnac aussi. Donc voilà, il faut être capable d'être très ouvert et c'est pas l'ADN organisationnel du monde du luxe. Si je prends d'autres exemples aujourd'hui sur la big data, on parlait de la distribution sélective. Aujourd'hui, l'analyse, il y a beaucoup de matchs, si j'ose dire, juridiques sur les problématiques de la distribution sélective. Il y a aussi des réponses un peu plus analytiques sur les données. C'est-à-dire si vous commencez à avoir une vision beaucoup plus fine des parts de marché et des perspectives de parts de marché sur l'ensemble de vos distributeurs dans le monde entier grâce à l'analytique, ce qui est possible en croisant beaucoup de données, vous pouvez avoir en fait un contrôle des stocks que vous livrez à votre distribution sélective beaucoup plus fine et donc une discussion qui est beaucoup plus facile et donc mieux contrôlée. Voilà, donc il y a plein d'exemples comme ça. Il y a aussi des exemples, on en parlait, un peu marrants, c'est-à-dire que dans la haute horlogerie,
On peut faire aussi beaucoup de choses sur la gestion des stocks, puisque c'est une industrie qui se caractérise par énormément en fait de pièces et de nature très diverses. Donc effectivement, une approche très scientifique, analytique de la gestion des stocks donne aussi des résultats assez intéressants. Donc voilà quelques exemples connectés en fait à la réalité industrielle du luxe. Et vous me parliez aussi de recherche sur les travel shoppers. Ouais, voilà. Alors c'est pareil. Aujourd'hui, il y a un des grands segments de marché en fait du luxe aujourd'hui, c'est évidemment les travel shoppers. Alors les travel shoppers, les clients qui partent à l'étranger. Voilà, donc ce sont les clients aujourd'hui qui voyagent et qui achètent voilà, tel client chinois russe qui vient faire du shopping à Paris, donc qui achète des produits soit dans les réseaux, dans les magasins en propre des marques de luxe, soit dans les department stores. Alors aujourd'hui, il y a quelques temps, c'était facile parce qu'on disait c'est les touristes chinois. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça parce que les touristes chinois, il y en a qui sont très riches, il y en a qui sont beaucoup moins riches. Donc tout ça, ça se resegmente aussi. Les gens très riches, ils retournent dans leur pays et dans leur pays, on a aussi ouvert des magasins. Donc le concept même de travel shopper, c'est très très complexe. Et là encore, l'analyse des données clients peut beaucoup aider. Mais encore une fois, ça suppose d'avoir une vision très ouverte des marques, des parcours à l'intérieur de ces marques-là. Et donc, on n'est pas dans des problèmes uniquement techniques, on est dans des problèmes aussi organisationnels. Et vous m'aviez parlé, par exemple, de JC Deco qui qui affichait des publicités dans les aéroports. Oui, alors JC Deco est très, comme de tous les opérateurs du travel retail dans les aéroports et puis dans les réseaux de travel retail, est assez en pointe là-dessus. C'est intéressant de suivre les innovations, puisque effectivement, ce dont tout le monde rêve aujourd'hui, ce que certains font, effectivement, on citait JC Deco, c'est d'avoir des publicités qui s'affichent en russe quand il y a le vol qui arrive de Moscou dans le travel retail. C'est d'être capable de faire de la pré-réservation depuis en fait quasiment l'appartement du touriste chinois qui s'apprête dans 15 jours à voyager en France et de réserver des produits. Donc effectivement, il y a beaucoup d'innovations là-dessus. Alors, je vais vous faire réagir. Si vous pouvez déjà présenter en quelques mots l'Institut Esprit Service, je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse, et nous dire ce que c'est aussi que votre position sur le big data, si vous pensez que l'industrie du luxe est en retard, que les clients sont réticents à ce qu'on prenne leurs données. Bon, merci pour la page de publicité. L'Institut Esprit Service, donc think tank créé par le MEDEF, on travaille sur toute la création d'avantages compétitifs durables pérennes. Alors, on a toutes les sortes d'entreprises et on a notamment créé l'année dernière une commission numérique avec ce petit livre, puisque vous m'y autorisez, les défis du numérique, qui est sur le site de l'université du numérique MEDEF, où on a voulu présenter les grands enjeux, mais pas dans un discours technophile, technophane, de regrouper vraiment des usagers et des producteurs, des dirigeants, des responsables d'administration, etc. Je ferme le banc, merci. J'ai promis à l'équipe MEDEF de refaire également, moi aussi, un petit coup de projection sur le guide numérique et relations clients. Pourquoi ? Parce que je trouve que ce qui a été très intéressant dans la publication et qui est maintenant en ligne, c'est que cette commission a travaillé sur le passage du cross-selling à l'omnicanal. Et derrière ça, un focus particulier sur des éléments de valeur qui ont déjà été évoqués, mais notamment d'émotion, d'enchantement, de plaisir, de désir, qui sont tout de même au cœur du luxe aujourd'hui. Et donc, par rapport au big data, qui est quand même très froid, très brut, j'oserais même dire peu sexy, c'est quand même, je le mets en face aujourd'hui de la maturité numérique des entreprises, qui n'est pas toujours encore au rendez-vous. Quand on voit en parallèle que la dernière étude Forrester 2014 sur 1000 entreprises internationales met en évidence que le champion du numérique dans les entreprises, c'est le directeur général. Parler de big data ou de data, un président, un directeur général, il y en a quelques-uns dans la salle, c'est peu parlant et peu évocateur. Donc je pense qu'il y a quand même déjà un point là de fond qui pose un souci. Je vais y revenir, je fais juste un tout petit focus, mais rassurez-vous, de 30 secondes. Nous, on croit beaucoup, moi je suis un de ceux qui croient beaucoup on a parlé tout à l'heure de réhumanisation de la relation client, d'humanisation et de digitalisation des points de vente physiques. Je suis convaincu que, notamment dans le luxe et dans la mode, le point de vente physique va et de plus en plus retrouver de la force.
mais réinventer de A à Z. Ça a déjà été un petit peu évoqué. Moi, il y a deux focus, il y a deux sites qui me semblent très intéressants. Il y a quand même Burberry's qui a été cité tout à l'heure, mais le Burberry's, le concept store de Burberry's à Londres, Regent Street, est quand même très intéressant. Pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, il y a quand même des écrans, il y a le digital poussé à son paroxysme. Il y a quand même du conseil très très haut de gamme, c'est très intéressant. Autre exemple, c'est quand même Karl Lagerfeld avec son concept store dans le quartier latin, où là, c'est complètement digitalisé, c'est-à-dire que vous avez des iPads en accès libre, vous avez des iPads grand format, vous pouvez vous mettre en tenue, enfin pour ceux qui sont concernés, et aller derrière, et c'est diffusé tout de suite sur les réseaux sociaux. Plus de caisse, bon, donc avec les technologies NFC, etc. Bon. Donc les deux ne sont pas incompatibles et ne sont pas opposables. Ça veut dire aussi qu'on libère, étant quand même ici au MEDEF, on libère du coup du sens, on redonne de la valeur à des nouveaux métiers dans la relation client et on débarrasse les personnels de toutes les tâches subalternes pour redonner du sens. Et la relation, le contact avec les clients est très enrichissant et très valorisant. Je ferme le banc, mais je trouve que c'était quand même intéressant de mettre ce focus-là en évidence. Alors, dans les big data, le problème des big data, nous avons beaucoup regardé les problématiques de modélisation. Bien sûr que l'entreprise doit être big data ready. Mais ça veut dire d'intégrer des personnels qui soient en capacité, non pas de collecter. La collecte aujourd'hui, il y a toutes les solutions pour collecter les données, mais de l'analyser, de la traduire en nouvelles offres, en nouveaux modèles économiques. Et le problème aujourd'hui, et je crois qu'il y a beaucoup d'actions de menées actuellement, notamment dans les écoles d'ingénieurs, pour créer ces formations de data scientists qui sont mi-mathématiciens, mi-informaticiens, et qui vont être en capacité d'analyser les données. Parce que d'avoir de la donnée sans pouvoir l'analyser n'a en soi aucun sens. Et la problématique du big data aujourd'hui, elle est là. Une, dans cette formation. Deux, quand on parle de modèles prédictifs, on émet tout de même l'hypothèse que le passé, ou disons plutôt que le futur, sera identique au passé. Et ça, c'est quand même un vrai souci, parce qu'on l'a bien vu tout à l'heure, sur le zapping, sur la volatilité des modes de consommation, des nouveaux consommateurs, sur le client bavard, sur le client influenceur. On n'est plus dans cette logique. Le rapport à la fidélité est complètement différent aujourd'hui. Donc cette dimension de mimétisme de consommation est très compliquée. C'est pour ça qu'un acteur, bon, je pense qu'on peut le citer, enfin toutes ces boîtes de retargeting, et notamment un Criteo par exemple, est quand même très intéressant parce que dans ces modèles prédictifs, ils collectionnent des milliers et des millions, je dirais même, de variables, et ils changent leur modèle plusieurs fois par jour. Donc pour dire un petit peu la puissance de ces dimensions-là. Donc si on le rapporte à des dirigeants, à des entreprises, PME, entreprises familiales, même groupe coté ou petites structures, start-up, on est quand même dans un monde, comme tu le disais Eudes, assez gigantesque. Donc là, la question se pose quand même plus dans l'analyse, dans la capacité des directions marketing quand même à combler le retard. Parce que les technologies sont là, mais l'analyse, la vision des marketeurs, et ce n'est pas une critique, mais c'est quand même un constat, est quand même encore très à la traîne pour bénéficier au mieux de toutes ces informations. Donc là, il y a également un enjeu de reprise en main pour vraiment bénéficier de la donnée et de lui apporter de la valeur et de le traduire dans les offres. J'espère ne pas avoir été trop long. Pour finir, Nathalie l'a abordé tout à l'heure. Elle nous expliquait que la transformation numérique des processus est un tournant que commencent à prendre divers acteurs, soit pour optimiser les processus de développement, soit pour optimiser les processus de fabrication, de distribution. On parle notamment beaucoup d'impression 3D en ce moment, donc ce serait bien d'aborder le sujet ici. David, quelles initiatives vous pouvez nous citer en la matière dans le secteur de la mode et du luxe? Est-ce que vous avez l'impression que pour l'instant ça reste anecdotique et que c'est un peu pour créer le buzz, ou est-ce que ça peut se généraliser? Alors c'est intéressant parce que c'est un sujet qui est très vu comme anecdotique aujourd'hui par l'industrie du luxe, et qui pour autant pose des questions assez fondamentales. Alors pour donner un exemple très concret, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle TurboSquid, c'est un nom de truc de geek, et vous tapez, il y a un moteur de recherche, et vous tapez à peu près tous les objets que vous voulez, et en fait sur TurboSquid, il y a à peu près 300 000 fichiers de description d'objets que vous pouvez ensuite mettre dans votre imprimante 3D, et vous pouvez imprimer la dernière paire de Ray-Ban ou le dernier pneu Michelin. D'ailleurs, ça brasse assez large.
pour quelques euros. Voilà. Donc c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on connaissait sur la musique il y a une dizaine d'années avec les sites de peer-to-peer, mais maintenant vous avez la même chose sur des fichiers de données pour l'impression 3D. Ça, c'est un élément. Il y a plus de 300 000 modèles. Une imprimante 3D aujourd'hui, ça coûte moins de 1 000 euros. Voilà. Alors quand vous avez ça, et que vous êtes une marque de luxe, et que vous avez des problèmes justement de marque, parce que stratégie de marque, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous posez des questions quand même sur vos stratégies de licence. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes une grande marque et qu'on peut trouver toutes les lunettes ou tout autre produit très facilement sur Internet demain et imprimable chez soi ou imprimable par des contrefacteurs de manière assez évidente, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à faire des deals de distribution sur les lunettes, vous continuez à faire des deals de distribution sur tel produit assez simple. C'est pas évident. Donc là, vous avez des questions vraiment assez fondamentales. Qui pose ensuite des questions. Je donne un autre exemple aussi. Aujourd'hui, il y a une start-up aux États-Unis qui fait une imprimante 3D pour $150 qui vous permet en fait d'imprimer des cosmétiques à la demande. Donc en fait, c'est une petite imprimante. Dedans, il y a des produits de base de cosmétiques. Elle est branchée sur Internet. Vous allez sur Internet, vous choisissez tel code couleur Pantone que vous voulez avoir et hop, il vous imprime un blush, enfin des produits de base et pas de grande qualité aujourd'hui, mais peu importe, à la demande. Voilà, tout ça chez vous. Donc là, vous revenez encore une fois sur la problématique, quelle distribution, quels accords de licence, donc quelle stratégie de marque. Voilà, et donc ça, c'est des sujets qui existent aujourd'hui et qui posent des problèmes très très forts donc de licence de marque et aussi des problématiques très très importantes et d'ailleurs assez passionnants sur ce qu'est la propriété intellectuelle en fait dans le monde du luxe demain. Parce que est-ce que c'est le produit lui-même ou est-ce que c'est le fichier qui décrit le produit? C'est pas du tout la même chose parce que quand on est dans un champ ou dans l'autre, on n'est pas du tout dans le même champ légal, d'une part. Ça pose aussi des questions très importantes aussi de gestion de ce propriété intellectuelle à travers le monde. Parce que quand vous avez plein de places de marché, que vous devez suivre la contrefaçon, c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui que d'avoir juste quelques juristes au siège qui logent des claims et des procès un petit peu partout pour contrefaçon. C'est pas si simple que il y a quelques années juste on brûlait des produits avec quelques photographes et quelques journalistes pour dire qu'on est contre. Beaucoup plus compliqué aujourd'hui, beaucoup plus compliqué. Donc sur la propriété intellectuelle, sur les logiques de marque. Donc c'est des sujets aujourd'hui qui ont l'air anecdotiques et en fait qui posent des questions très vertigineuses. Alors on parle problème de contrefaçon via l'impression 3D, mais pas seulement. Alain, vous me parliez d'Alibaba, donc plateforme d'e-commerce chinoise où on peut trouver à peu près toutes les marques de luxe contrefaites. Aujourd'hui, quelle stratégie face à ça, à cette généralisation? Moi, je dirais déjà, les acteurs du luxe, notamment français, ont quand même été toujours à la pointe de la lutte contre la contrefaçon. Évidemment, c'est un élément de raison de vie, je dirais, et de survie et de développement. Néanmoins, on l'a vu sur les dernières affaires judiciaires en cours, d'ailleurs qui sont parues dans la presse, c'est notamment le combat du groupe de Kering contre Alibaba. C'est Alibaba, c'est 2 tiers de produits contrefaits, donc ça veut dire 1 tiers de produits dits authentiques. Et finalement, l'affaire a été déclarée quand Alibaba a essayé de pénétrer le marché américain et donc sortir de la Chine proprement parler. Donc là, il y a un enjeu intéressant. Je pense qu'il y a certainement 3 voies. Hier a été évoqué dans une table ronde, si on part du postulat que Internet ne peut pas et ne pourra pas être une zone de non-droit, il y a quand même une logique de politique européenne de lutte contre la contrefaçon, où la France est en pointe, mais à un moment donné, il y a le marché européen a beaucoup de valeur pour les acteurs du luxe. Il faut quand même le savoir. Il y avait le président de la filiale de Nokia pour les smartphones de luxe, Virtue, mettait en évidence que le marché européen, pour eux, reprenait de la valeur. Et donc, ça veut dire par là qu'un combat européen est quand même très intéressant. Maintenant, il faut être lucide. Le champ du droit d'un côté et le vide juridique sur certains domaines, dans le domaine du droit des technologies d'une part, et d'autre part, les insuffisances de la normalisation internationale font que ça ne suffit pas. Et qu'à un moment donné, de toutes les façons, au-delà du combat, d'accord avec les établissements financiers pour essayer de verrouiller un peu les places, la réponse se trouve tout de même dans les entreprises elles-mêmes. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les fondamentaux de stratégie, de redonner de l'émotion, d'avoir des offres cohérentes, un niveau de service toujours d'un niveau extraordinaire, c'est par ce biais-là qu'à un moment donné, les consommateurs concernés ne seront pas tentés d'aller ici ou là. Et puis, de toutes les façons,
il y a aussi un autre point peut-être, je ne sais pas si tout le monde le partage, mais quand on est prêt à acheter un sac d'€1, qui se vendra normalement 500, 800 ou 1000 euros, quelque part on n'est pas dans le cœur de cible de la profession non plus. Voilà. Moi, si je peux me permettre, moi je suis très d'accord avec ce que vous dites. Je pense que le sujet de la contrefaçon, à la fin, il va se régler parce que c'est un sujet, il y a un arsenal juridique, un arsenal technologique de traçabilité des produits. À la fin, il est de l'intérêt des places de marché, des Alibaba, des Taobao, de faire attention à ça parce qu'à la fin, c'est la crédibilité même. Sur ces sites-là, finalement, on n'achète plus jamais de produits de luxe parce qu'on pense qu'ils sont tous faux. Donc à la fin, ce business de la contrefaçon va se réguler. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est la gestion de la circulation des vrais produits. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est très très difficile à régler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des sacs Gucci et des vrais partout, dans des distributions qui ne sont pas du tout contrôlées, avec des expériences clients qui sont totalement désastreuses et qui dégradent beaucoup la marque. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que pour le mesurer, il y a beaucoup d'acteurs qui jouent là-dessus. Il y a les entreprises elles-mêmes, dans leur filiale locale, participent à ça, c'est-à-dire voilà, j'ai tel pays qui a quand même besoin, qui a un peu trop de stock, donc il va filer un peu de ses produits à tel broker qui va les retrouver, qui va rebalancer les produits en Europe de l'Est. Quelques brokers aussi qui passent dans les magasins carrément à prendre les produits et les revendre ailleurs. Donc la problématique en fait de ce qu'on appelle la diversion, du parallel trade, enfin tous ces noms-là, elle est beaucoup plus complexe à gérer parce que là il n'y a pas d'arsenal juridique derrière, mais c'est vraiment du management des entreprises. Et à mon avis celle-là elle va perdurer, on la voit augmenter énormément. Hein. Alors, il nous reste à peine 3 petites minutes. On a parlé d'impression 3D plutôt comme une menace qui amène la contrefaçon, etc. Je voudrais quand même citer quelques exemples de marques qui l'utilisent justement pour innover, pour proposer des nouveaux produits. Vous m'en aviez cité plusieurs, David. C'est vache ça, parce qu'il m'a dit je vais avoir trop de mémoire. Moi je sais qu'il y a une designer qui s'appelle Iris Van Helden qui fait des super produits, parce que là on est vraiment sur la création, donc c'est la partie sympa effectivement de l'impression 3D, c'est qu'on va faire vraiment des super trucs. Et donc c'est une nouvelle forme de design, donc là les créateurs ils sont créateurs, donc ils utilisent tous les nouveaux moyens technologiques. Et donc là, effectivement, j'ai en tête cette créatrice qui fait des chaussures vraiment assez magnifiques, je trouve, via de l'impression 3D. Il y a aussi un certain nombre de créateurs de bijoux qui se sont lancés aussi là-dessus. Et après, il y a en marge de l'impression 3D, il y a beaucoup de tendances aujourd'hui chez quelques marques du luxe. Les Berluti font ça, notamment. Neiman Marcus, de personnalisation aussi des objets. Donc vous avez des objets de luxe, des souliers, de la maroquinerie, et qui en plus est personnalisé, monogrammé, etc. Donc on est un peu dans l'impression 3D, mais voilà, c'est des grandes tendances. Mais là, c'est la partie très positive de ces nouvelles technologies, peut-être la plus intéressante et la plus joyeuse, c'est que finalement ça crée de la création, quoi. Bien, on va finir sur ces mots joyeux alors. Merci à tous, merci au public et aux intervenants. Merci.